On a tous connu ça, tu sais, ce moment devant un graphique où le prix monte un peu, il redescend, il remonte, et on se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Oui, on a l'impression qu'il danse sur place, qu'il se décide jamais. C'est ça. Et c'est là en général qu'on prend les pires décisions. Une stratégie qui est géniale dans un marché qui a une direction claire peut nous vider notre compte quand tout stagne. C'est le piège classique. La vraie question, c'est comment on fait la différence de manière objective entre un marché qui avance et un marché qui fait du surplace. Et c'est exactement le problème que l'indicateur dont on va parler aujourd'hui essaie de résoudre. On va se pencher sur l'indice de Shoppiness, ou SHOP comme on dit. D'accord. Pour le décortiquer, on a réuni pas mal de matériel. Des guides techniques de plateformes comme TradingView, des analyses de traders et même une vidéo d'un passionné qui le décrit comme son outil fétiche. L'objectif est simple, donc on essaye de comprendre la mécanique, son utilité réelle et surtout ses limites. C'est ça. Parfait. Alors allons-y. Pour commencer, c'est quoi exactement cet indice? Au-delà du nom qui sonne un peu technique. L'idée de base, en fait, elle est très simple. C'est de mesurer si un marché est choppy, C'est-à-dire agité, sans direction? voilà, ou s'il est en tendance, que ce soit à la hausse ou à la baisse, peu importe. D'accord. Et, détail intéressant, il a été développé par un certain I.W. Dreitz. C'est un trader australien qui était spécialisé dans les matières premières. Ah, et ça, c'est pas anodin, j'imagine. Non, parce que les matières premières, l'or, le pétrole, elles sont réputées pour ça. Elles peuvent passer de très très longues périodes à ne rien faire, à consolider, avant de partir dans des tendances explosives qui durent des mois. Donc, il lui fallait un outil pour savoir si on est en gros sur l'autoroute ou coincé dans un rond-point. C'est une bonne image. Et ce qui est crucial de comprendre, c'est que cet outil est absolument non directionnel. Ça, c'est martelé partout dans nos sources. Il ne dit jamais si ça va monter ou descendre. Jamais. Il te dit que la voiture est prête à démarrer en trombe, mais il ne te dit pas si elle va tourner à gauche ou à droite. J'aime bien cette idée. C'est pour ça que la métaphore utilisée dans une des vidéos est si juste. Il le compare à une jauge d'énergie, Ou de pression. une jauge de pression. Oui, quand l'indice est haut, ça veut dire que le marché a accumulé beaucoup d'énergie en bougeant sur place. Un peu comme un ressort qu'on comprime. D'accord. Et quand l'indice est bas, c'est que le ressort s'est détendu. L'énergie a été libérée dans un mouvement franc, direct. C'est un indicateur de contexte, pas de prédiction. Cette idée de jauge de pression, ça rend le concept tout de suite beaucoup plus concret. Mais alors, comment elle fonctionne, cette jauge? La formule, elle a l'air un peu barbare avec des logarithmes. Oui, la formule peut faire peur, c'est vrai, mais la logique derrière est étonnamment simple. C'est un oscillateur, donc sa valeur est toujours entre 0 et 100. Ok. Et pour avoir ce score, le calcul compare deux choses sur une période donnée. En général, les 14 dernières bougies. Quelles sont ces deux choses? Alors, la première, c'est la distance totale que le prix a réellement parcourue. Pour ça, on utilise la somme de ce qu'on appelle l'Average True Range, l'ATR. L'ATR, oui. On prend l'ATR parce que c'est une mesure très honnête de la volatilité. Elle prend en compte les gaps, tu sais, ces sauts de prix entre deux jours. C'est le kilométrage réel de la voiture. Le chemin sinueux avec tous les détours, d'accord. Et la deuxième chose? La deuxième, c'est la distance en ligne droite qu'il aurait pu parcourir. Et ça, c'est juste la différence entre le point le plus haut de la période et le point le plus bas. La distance à vol d'oiseau. Ah, je vois. C'est brillant en fait. On compare des kilomètres au compteur avec la distance à vol d'oiseau sur la carte. C'est exactement ça. Si on a fait 100 km pour au final avancer de 5, ça veut dire qu'on a tourné en rond. Le marché est choppy. Voilà. Et si on a fait 100 km et qu'on a avancé de 95, là, le trajet était direct, efficace, le marché est en tendance. C'est précisément ça. L'indice fait le ratio entre les deux. Et la fonction logarithmique, à la fin, le log 10, elle sert juste à normaliser tout ça pour que ça rentre bien sagement dans notre jauge de 0 à 100. Ok, c'est très clair. Donc on a cette jauge sur notre tableau de bord, mais à partir de quel chiffre on considère que le marché est gonflé à bloc, pour reprendre l'expression? Où sont les zones critiques? Et là, on retrouve de vieux amis de l'analyse technique, les nombres de Fibonacci. Pour une raison qui est presque mystique, ils apparaissent un peu partout, toujours eux. Ici, ils servent de frontière. La plupart des analystes s'accordent sur deux seuils, 61,8 en haut et 38,2 en bas. Donc si je résume, au-dessus de 61,8, l'aiguille est dans le rouge, on est en pleine consolidation, le ressort se comprime. C'est ça. Et en dessous de 38,2, l'aiguille est dans le vert, on est sur l'autoroute, en pleine tendance. C'est l'interprétation de base, oui. Et la zone entre les deux, c'est une sorte
De no man's land, une zone de transition. D'accord. Mais il y a un truc qui me semble un peu contre-intuitif. Si l'indicateur est très bas, disons à 20, en pleine zone de tendance, est-ce que ça veut pas dire que le mouvement est déjà super avancé, voire sur le point de s'épuiser? C'est pas un peu tard pour sauter dans le train? C'est une excellente question. Et c'est justement la nuance la plus intéressante qu'apporte une de nos sources, la vidéo Capital Trading. Ah, Lui, il ne voit pas un chop bas comme tendance en cours, mais plutôt comme un mouvement fatigué. fatigué? Oui. Pour lui, c'est le signal que la tendance a déjà dépensé beaucoup d'énergie et qu'une pause, une nouvelle consolidation est probable. Donc tu as raison, un chop très bas, c'est pas forcément le meilleur moment pour entrer, mais peut-être pour commencer à gérer sa position. Ah, ça change tout. Donc un chop très haut, au-dessus de 61,8, signale une explosion imminente. Et un chop très bas, sous 38,2, signale une fin de tendance imminente. C'est une très bonne façon de le voir. L'indicateur mesure le cycle compression-expansion du marché. Et du coup, ça nous aide à anticiper le changement de régime. La consolidation, c'est plus juste une période ennuyeuse, ça devient une phase de préparation. Exactement. C'est là qu'on touche au cœur du problème. Tous les traders se sont déjà fait piéger par ces whipsaws, ces faux départs qui te font entrer et sortir pour rien. En accumulant les petites pertes, oui. Le chop, c'est une tentative de mettre une barrière objective à ça. Il ne dit pas où aller, mais il dit si la route est praticable pour le type de stratégie qu'on veut utiliser. Absolument. Et les sources qu'on a analysées, elles dégagent 3 applications pratiques, 3 façons d'utiliser ce filtre. Ok, la première, la plus évidente, j'imagine, c'est pour le suivi de tendance. C'est ça. L'idée est simple. On active ces stratégies de tendance, comme un croisement de moyenne mobile, que lorsque le chop est bas, en dessous de 38,2. C'est une confirmation que les conditions sont bonnes. Voilà, ça évite de chasser une tendance qui n'existe pas. Logique. Et à l'inverse, pour le trading en range, la deuxième application. Précisément, quand le chop est très élevé, au-dessus de 61,8, il nous confirme qu'on est dans un marché sans direction. C'est le moment idéal pour les stratégies de mine-riversion. C'est-à-dire acheter en bas du range et vendre en haut. Exactement. Le chop nous donne le feu vert pour cette approche. D'accord. Et la troisième, qui est souvent décrite comme la plus puissante, c'est l'anticipation de la rupture, le fameux breakout. Après une longue période où le chop est resté très haut, on sait que le ressort est comprimé au maximum. L'énergie à son comble. Et là, le vrai signal, ce n'est pas une valeur de l'indice, c'est son comportement. C'est la chute brutale du chop qui passe de la zone haute à la zone basse, qui valide que la rupture de prix est réelle. Attends, donc si je comprends bien, le plus intéressant, c'est pas de regarder s'il est haut ou bas, mais de guetter le moment où il chute. C'est ça. Le changement d'état est le vrai signal. Ah oui, ça change pas mal la façon de le regarder sur un graphique. C'est ce qui permet de distinguer une vraie rupture d'une fausse. Le passage de, disons, au-dessus de 61 à en dessous de 38 en quelques bougies, c'est le signal de validation. Pour rendre ça concret, une source donne l'exemple du Williams Alligator. C'est cet indicateur avec ces 3 lignes qui s'écartent comme la gueule d'un crocodile qui s'ouvre. Oui, pour manger le prix. J'adore cette image. Le problème de ce crocodile, c'est que quand le marché stagne, il passe son temps à bâiller pour rien. Il génère plein de faux signaux. Très coûteux. Et c'est là que le chop intervient comme un dompteur. Un trader peut décider d'ignorer tous les signaux de l'alligator tant que le chop est au-dessus de 61,8. Il attend que la météo soit bonne avant de sortir le bateau. Voilà. Il attend que le chop confirme que le marché est prêt avant même d'écouter ce que le crocodile a à dire. C'est ça qui est brillant. Le chop, c'est comme mettre un casque anti-bruit. Il ne te dit pas quelle musique écouter, mais il t'assure que tu l'entendras clairement quand elle commencera à jouer. C'est une super analogie. Sa fonction première, c'est de filtrer le bruit. Il n'ajoute pas de signaux, il en enlève. Bon, bien sûr, ça semble presque trop beau. J'imagine qu'il y a des limites, des pièges à éviter. Énormément. Et toutes les sources convergent sur les mêmes points. Le premier, et on le répétera jamais assez, il reste et restera toujours non directionnel. Il ne dira jamais si ça va exploser vers le haut ou vers le bas. Jamais. C'est l'erreur numéro 1. Ok, ça c'est clair. Deuxième point. C'est un indicateur en retard, un lagging indicator. Il est calculé sur les 14 dernières périodes, donc il ne prédit rien, il confirme un état de fait. D'accord, il ne faut pas lui demander de prédire l'avenir. Non. Il ne crée pas l'opportunité, il la valide. Vous voyez une figure de rupture sur le prix, le chop qui chute au même moment vient vous donner confiance pour prendre la position. Je vois. Et le troisième piège? Les faux signaux. Une longue période de forte agitation ne débouche pas toujours sur une tendance explosive. Parfois,
Un marché peut juste rester choppy pendant des mois. Et j'imagine que le point final, le plus crucial, c'est de ne jamais l'utiliser seul. C'est le point sur lequel toutes les sources insistent. Ne jamais, au grand jamais, l'utiliser seul. C'est comme naviguer avec seulement un baromètre. Ça d'ici la tempête arrive, mais pas où est le port, voilà. Il doit être combiné avec l'analyse du prix, les volumes, d'autres indicateurs. L'une des sources le dit très bien. L'analyse du prix, d'abord. L'indicateur n'est qu'un avantage supplémentaire. Alors, si on doit synthétiser, on retient quoi de cet indice de Shoppiness? Ce n'est clairement pas une boule de cristal. Non, c'est plutôt un bulletin météo du marché. Il dit pas où aller en vacances, mais s'il faut prendre un parapluie ou des lunettes de soleil. C'est exactement ça. Sa force, c'est pas de générer des signaux, c'est de fournir un contexte objectif qui aide à gérer son risque. Il répond aux questions quand trader et comment trader, mais jamais à la question dans quel sens. C'est une clarification essentielle. Et pour finir, ça m'amène à une réflexion un peu plus large. Je t'écoute. Si cet indicateur mesure l'efficience d'un mouvement en comparant le chemin sinueux au chemin idéal, on pourrait peut-être appliquer cette logique à autre chose. Je pense à la gestion d'un projet ou même à un processus d'apprentissage. Mhm. On a tous ces phases où on a l'impression de tourner en rond, de faire beaucoup d'efforts pour peu de progrès. Une phase de choppiness intellectuelle. Et je me demande, est-ce que cette agitation est toujours une perte de temps? Ou est-ce que, comme pour les marchés, c'est parfois une période de consolidation nécessaire où on accumule de l'énergie et des idées juste avant la vraie percée?